20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Concours général édition 2016. La maison d'éducation Mariama Ba rafle la mise. Le chef de l'État présent pour récompenser l'excellence regrette toutefois l'absence de premier prix dans les domaines des mathématiques, de la physique-chimie ou encore de la philosophie. Suspension d'Ousmane Sonko de la fonction publique selon Chersen, contrôleur du travail et de la sécurité sociale. Si les raisons qui ont motivé sa suspension sont d'ordre politique, eh bien il y a violation de l'article 52 du statut des fonctionnaires. En revanche, prudence du côté du juriste Mamadou Aliou Diallo. Le professeur de droit appelle à la vigilance pour éviter des conclusions hâtives peut-être fondées sur des erreurs d'appréciation. Loi interdisant la mendicité au Sénégal, maître Amadou Ali Kane parle d'un texte non conforme à nos réalités. Mbalo Diacham du Sud-Sas embouche la même trompette. Le syndicaliste affirme que l'État a raté le coche avec la loi d'orientation sociale. Quand les smartphones deviennent des mouchards, actualité oblige avec une vidéo très éloquente sur le phénomène de corruption au Sénégal. La rédaction a essayé d'analyser les relations que les populations entretiennent avec leur téléphone. Élément de réponse avant la fin de cette édition. Et puis l'invité du 20h est Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation nationale. Il est interrogé par Antoine Diouf. Une interview que vous pourrez suivre tout de suite après ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec le concours général édition 2016. 117 lauréats ont été honorés au total. Et parmi ceux qui ont retenu l'attention de nos reporters, Alioune Badara Ndiaye du groupe Yavuz Selim y a reçu le deuxième prix en histoire, le premier accessite en citoyenneté et droits de l'homme. Et pour couronner le tout, la mention très bien au baccalauréat. Son père, ému aux larmes, a tenu à témoigner sur son fils dans cette grande salle du Grand Théâtre qui a abrité la cérémonie. Reportage Aminata Mbaresso. Deuxième prix d'histoire des classes de terminale, qui est aussi le premier accessite droits de l'homme et citoyenneté, nous vient du collège Yavuz Selim. On va l'applaudir à rompre la salle. Il a eu la mention très bien au bac. Il s'appelle Alioune Badara Ndiaye. Une distinction qui tire des larmes à ce père de famille. Alioune Badara Ndiaye, élève en classe de terminale au groupe scolaire Yavuz Selim, intègre le cercle des meilleurs au concours général 2016. Je suis très content de mon fils et je suis très fier de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais ce qui m'a fait surtout pleurer, c'est que je me suis souvenu de beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça s'est passé devant moi comme des films. C'est ce qui m'a fait pleurer. J'ai surtout pensé à... Excusez-moi. C'est difficile d'abord parce que vu mes conditions physiques, ça n'était pas donné comme ça. Okay. Il me fallait vraiment me combattre d'abord pour arriver ici. Et c'était difficile parce que vu ma condition physique aussi, c'était pas évident que je puisse arriver jusque-là. Donc c'est l'environnement social qui a été favorable, les conditions réellement pédagogiques qui ont été optimales pour que je puisse arriver jusque-là. Ce compris en histoire, premier accessite en citoyenneté et droits de l'homme, le tout couronné par la mention très bien au baccalauréat. J'ai réussi mon bac avec la mention très bien. Je suis cette année-ci, comme l'année dernière, lauréat du concours général. Cette année-ci, j'ai eu le deuxième prix en histoire et le premier accident en citoyenneté et droits de l'homme. Mais l'environnement social, l'environnement familial m'a permis de ne pas vraiment baisser les bras. On m'a aidé, on m'a fait comprendre que réellement, c'est pas la fin du monde et que je peux mieux faire, même que les autres. Son handicap, Alioune Badara en a fait sa force, des années de sacrifice, un jour de récompense. Dans la vie, il n'y a qu'un seul handicap, c'est celui mental. Celui qui ne nous permet pas d'être hommes comme les autres. Mais seulement l'handicap physique, ça ne doit pas être un frein à la culture de nos compétences. Donc ce n'est pas une excuse pour les autres et pour moi aussi même de pouvoir dire telle est la condition actuelle, donc je ne dois pas réellement foncer, aller de l'avant et réellement me prouver dans les domaines où je suis. 117 lauréats, 126 distinctions, seule fausse note, le noté dans certaines matières comme les mathématiques, les sciences physiques ou encore la philosophie, un gap à réduire pour le prochain concours général.
Et vous venez de le voir sur ces images, beaucoup d'émotions lors de cette remise des prix du concours général. Fait marquant, en revanche, il n'y a pas eu de premier prix en mathématiques, en physique, chimie et en philosophie. Un état de fait que regrette le président de la République. Le chef de l'État, Macky Sall, invite les acteurs de l'école à mieux travailler pour corriger les manquements d'ici le prochain concours général. Je vous propose de l'écouter au micro d'Aminata Mbaresso. Un tiers du budget de l'État est consacré aujourd'hui au secteur de l'éducation, sans compter les contributions des partenaires et des familles. Il est donc temps d'apaiser le climat social de l'école en mettant fin aux perturbations qui engendrent les contre-performances de notre système scolaire. Je regrette toutefois que les premiers prix de mathématiques, de physique et de philosophie n'aient pas été attribués cette année. C'est là une des manifestations de l'instabilité de notre système éducatif. J'exhorte tous les acteurs du système à œuvrer au redressement de cette situation dès le prochain concours général. Et puis, thème de cette édition 2016 du concours général, le radicalisme, l'extrémisme. Le chef de l'État en a alors profité pour appeler les lauréats à être des acteurs dans la lutte contre ces fléaux qui menacent le monde. Nous l'écoutons toujours. Quant à vous, chers lauréats, comme le suggère le thème de la présente édition, nous souhaitons, au-delà de vos bons résultats, vous soyez tous des acteurs conscients de la lutte contre l'extrémisme et le radicalisme. Dans votre quête spirituelle, ne vous hasardez pas à visiter des sites internet au contenu douteux dont vous ne connaissez ni les auteurs ni leurs motivations. Vous avez devant vous, en votre parrain, le professeur Elhadji Mbaye, un modèle de valeur à suivre. Le président de la République qui annonce par ailleurs la construction d'un nouveau lycée d'excellence scientifique à Diourbel, au cœur du Baol. Objectif, mieux relancer justement les séries scientifiques. La suspension d'Ousmane Sonko occupe toujours les devants de l'actualité politique. Selon Chersen, contrôleur du travail et de la sécurité sociale, Ousmane Sonko a le plein droit d'exercer des activités politiques. Par conséquent, si les raisons qui ont motivé sa mise à l'écart sont de nature politique, eh bien, ce dernier pense qu'il y a violation de l'article 52 du statut des fonctionnaires. Le juriste Mamadou Aliou Diallo, en revanche, se montre prudent. Selon ce professeur de droit, il est important d'avoir une bonne lecture de la sanction afin d'éviter des erreurs d'appréciation. Mambiram Diouf les a rencontrés tous les deux. Reportage. La légalité ou non de la suspension de l'inspecteur des impôts et domaines Ousmane Sonko, objet de débat, décision politique ou pas, lecture du professeur Mamadou Aliou Diallo. Les obligations de réserve constituent justement l'obligation pour un fonctionnaire de ne pas divulguer certains secrets. Mais s'il arrive que les faits en question qui ont été divulgués peuvent être à la portée de la connaissance de, je veux dire qu'elles sont connues par le citoyen lambda, on n'est plus dans le cadre justement de secret professionnel. On dit souvent qu'il y a faute disciplinaire lorsque l'administration décide de sanctionner. C'est en ce moment seulement qu'on dit ah oui, donc il y a une faute disciplinaire. C'est ça qui rend un tout petit peu compliqué la chose. Je veux dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un élément légal qui permet de dire tel comportement et tel comportement constitue une faute. Le leader de PASTEF serait-il dans ses droits si la décision avait une connotation politique? Aucun travailleur, aucune personne ne doit pas être sanctionnée du fait de ses opinions philosophiques, politiques ou même son appartenance à une organisation quelconque. Mais la frontière n'est pas très claire entre les opinions politiques du travailleur, du fonctionnaire, son point de vue religieuse ou philosophique et l'obligation de discrétion professionnelle auquel ou bien à laquelle il est soumis. Doit-il être suspendu de ses fonctions par le directeur général de la DGID au nom de la tutelle? L'article 52 est clair. Donc le fonctionnaire qui est reproché d'avoir commis une faute grave peut être suspendu de ses fonctions.
Maintenant, la suspension doit venir effectivement du ministre utilisateur ou de l'autorité subdélégataire ou l'autorité délégataire du pouvoir disciplinaire en vertu. Si c'est le DGID qui a signé la décision, ce n'est pas réglementaire. C'est une violation de l'article 52 de la loi 6133. Le recours annoncé par les souteneurs d'Ousmane Sonko, une démarche fort légitime pour savoir réellement ce qui sous-tend la mesure. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'erreur manifeste d'appréciation. Le juge a la possibilité de vérifier exactement est-ce que l'administration, en sanctionnant Ousmane Sonko, ne s'est pas méprise sur la sanction qu'il a prise et sur les faits qui lui sont reprochés. Sa suspension, jugée arbitraire par ses camarades, Ousmane Sonko attend d'être rétabli dans ses droits. Et nous restons avec cette affaire Ousmane Sonko, un prétexte saisi par la télévision Futur Média pour poser le débat sur l'engagement des fonctionnaires en politique. Une bonne chose selon le commissaire Cherna Keita et Maktar Dabo du syndicat des cadres et employés de l'administration. Pour ces derniers, oui à l'obligation de réserve, mais cette dernière ne doit en aucun cas constituer une épée de Damoclès qui plane sur la tête des agents. Chérif Dia. De tout temps, des cadres de l'administration ont milité dans des partis politiques, un engagement jugé normal. Les hauts fonctionnaires de l'administration, nous les invitons à faire de la politique. Parce que nous avons constaté que dans les partis politiques existants, il y a un réel problème de ressources humaines de qualité. À chaque fois que certaines questions se posent, on a tendance à renvoyer les fonctionnaires sur des schémas qui les obligent ou qui limitent leur comportement selon les besoins de ceux qu'ils ont en face, qui sont peut-être intéressés par la question politique ou qui tiennent le pouvoir et qui voudraient que ces fonctionnaires ne s'impliquent pas pour des raisons qu'ils maîtrisent. Par contre, ces fonctionnaires sont astreints à l'obligation de réserve sur la base d'une jurisprudence française qui constitue un épée de Damoclès sur leur tête. Les gens nous parlent souvent de l'obligation de réserve. C'était une jurisprudence créée par le Conseil d'État français pour faire en quelque sorte les hauts cadres et les fonctionnaires, même tous les fonctionnaires et ou bien tous agents de l'administration, à ne pas communiquer pour présenter c'est-à-dire une mauvaise vision de l'administration. Le fonctionnaire à qui on oppose l'obligation de réserve, surtout quand il est un cadre, il doit être discernant. Parce que le cadre est concerné par l'action, la chose publique, au même titre que les acteurs politiques, quel que soit le niveau dans lequel ils interviennent. Comme Ousmane Sonko, le commissaire Cherna Keita a été suspendu et même radié de la police lorsqu'il s'est érigé en lanceur d'alerte. C'est là qu'on ne s'entend pas. Faire cela pour protéger son pays et se taire et être le complice d'un certain nombre de choses qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt de son pays. C'est écrit encore dans le rapport que j'ai fait, l'intérêt du Sénégal et l'intérêt de la police dans les rangs desquels je servais. Je n'avais aucun intérêt, moi, personnel dans ce que je faisais. Effectivement, vous avez raison, c'est lucidement que j'ai pris le parti de sortir par là parce qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour mon pays. Difficile donc de délimiter une frontière entre cet engagement en politique des fonctionnaires et l'obligation de réserve à laquelle ils sont soumis pour éviter l'anarchie. Et puis l'ex-commissaire Cherna Sadibou Keita que vous venez de voir sur ces images s'est prononcé sur la vidéo du policier impliqué dans une histoire de corruption. Il réclame des sanctions exemplaires à l'encontre du mis en cause, mais aussi des jeunes filles. Le commissaire Cherna Keita que nous écoutons toujours avec Chérif Dia. On a l'impression dans ce pays-là qu'il y a une grosse permission qui est faite à tous ceux-là qui veulent de l'argent, de le chercher dans leur métier ou de le chercher dans des activités connexes de leur métier, même si ces métiers ont la nature de celles de police, de gendarmerie, de douane ou d'autres. Il faudrait qu'on revienne à comprendre qu'avec cette ambiance-là, nous devons reprendre en main cette question de corruption. Cette affaire-là, elle doit être gérée en serrant d'assez près les principes. Les principes, elles nous conduisent à mettre en œuvre des mesures disciplinaires rigoureuses qui existent déjà, parce qu'on est dans un contexte de corps ayant un statut spécial. Ensuite, revenir à considérer toute l'affaire dans le contexte général des lois qui régissent ce pays-là. De la loi pénale, elles ne sont pas traquées. Vous savez, quand on pose un acte comme ça, on doit s'attendre à ce que cela soit lu par rapport aux lois et règlements qui s'appliquent à elle aussi. Quant à la police, qu'elle tire
dans cette situation en publiant tout cela. Il y a des mesures qu'elles devaient prendre pour aller à ça. Est-ce que la suite de leur action devait être d'afficher ça sur Internet? Ce n'est pas certain. Il faut laisser aux gens qui apprécient de tout cela le soin de le faire et de prendre les mesures justes et leur faire confiance. Il y a aussi que, d'un point de vue pénal, si ce sont elles qui ont remis l'argent aux policiers, elles sont sous le coup des mêmes lois qui sont applicables aux policiers en matière de corruption. Un autre fait qui occupe les devants de l'actualité, c'est cette fameuse loi interdisant la mendicité au Sénégal. Maître Amadou Ali Kane parle d'une loi non conforme à nos réalités. Le droit de l'homme pense même que l'interdiction de la mendicité a une part d'hypocrisie. Pour sa part, Mbalo Diacham du SUTSAS dénonce l'arrestation des 7 handicapés relaxés hier mercredi. Il estime que l'État a raté le coche depuis la mise en place de la loi d'orientation sociale. Al-Hassan Ba et Modou Diop pour le reportage. Maître Amadou Ali Kane ne mâche pas ses mots pour en parler. La loi interdisant la mendicité n'est pas conforme à nos réalités. En ce qui concerne l'interdiction, il y voit même une part d'hypocrisie. Parce qu'un Sénégalais bon teint ne peut pas dire j'interdis la mendicité et je punis les mendiants. Ici, nous sommes dans une situation où la loi ne répond pas à un besoin social. On a comme l'impression que la société a même besoin de mendiants. Les gens pensent que pour conjurer tel sort, il faut sortir tel type de sacrifice. Il faut le donner à telle catégorie de personnes. 7 handicapés arrêtés et placés sous mandat de dépôt, finalement libérés. Pourtant, la loi d'orientation sociale garantit à cette couche vulnérable beaucoup d'avantages. En lieu et place de ces rafles et de ces arrestations, qu'on puisse donc proposer d'autres alternatives, disons en termes de financement de projets, disons économiques bancables, en termes d'accompagnement à tout point de vue. Nous pensons que jusqu'ici, l'État n'a pas fait donc ce qu'il aurait dû faire. C'est l'article 245 du Code pénal qui parle d'interdiction de la mendicité. L'article 245 en particulier dit que la mendicité est interdite. Bon. Maintenant, l'article dit également qu'il est possible de mendier certains jours et de mendier également dans certains lieux. Et là aussi, c'est un problème assez sérieux parce que quand dans un même article on parle de mendicité tolérée et de mendicité interdite, quelle en est la frontière? Donc surtout que l'État n'a absolument rien mis pour baliser. L'État du Sénégal interpellé, mettre les conditions pour accompagner ces couches vulnérables, mais également revoir la loi interdisant la mendicité. Et pour refermer cette actualité judiciaire, parlons de ce manuel de 350 mots-clés mis à la disposition de la presse. Le document va certainement aider les journalistes à se familiariser à certains concepts et surtout éviter la confusion des formes juridiques dans le cadre de leur travail. Ce lexique est le fruit de séminaires de formation initiés par le ministère de la Justice qui souhaite justement une interaction entre les acteurs de la justice et les professionnels de l'information. Je vous propose d'écouter le garde des Sceaux, Maître Sidiki Kaba. Ses propos sont recueillis par Hadi Atala. Alors on parle de pouvoir judiciaire, on parle aussi du pouvoir de la presse, qui est le 4e pouvoir. Donc tous titulaires et attributaires d'un pouvoir puissant. L'un modelant pratiquement nos sociétés, nos esprits, nos jugements et nos opinions. Et l'autre prenant essentiellement la loi qui permet de régler les rapports entre les institutions, les rapports entre les individus et les rapports entre le citoyen et la société quand il y a des élections. Pouvoir énorme au sein d'une société. Et l'un et l'autre revendiquent une indépendance. Nous pensons avoir plusieurs maisons de justice, une douzaine à peu près, qui va faire que les justiciables seront beaucoup plus proches de la justice. C'est déjà un maillon pour permettre certains petits litiges qui désengorgent la justice classique. Voilà un ensemble de choses et je suis très heureux de pouvoir vous dire, vous avez donc cette plaquette d'une page qu'on va vous offrir, et la CPI en un coup d'œil à chacun. Vous pouvez effectivement, à travers recto verso, vous avez la capacité de comprendre la Cour pénale internationale en un coup. Et cet ouvrage, comme je vous l'ai dit, il y a 350 mots que nous allons partager ensemble, qui peuvent aider dans la rédaction
des définitions de la grâce, de l'amnistie, de tout un tas de choses qui sont là. Ça a chauffé encore au marché Zinc de Pikine Nord. Les commerçants disent non à l'érection du nouveau marché. Ils sont sortis en masse pour faire comprendre encore une fois à la mairie de Pikine Nord qu'ils ne comptent pas se plier à la décision de privatisation de leur espace de travail. Salif Sow, Asmalik Diop, nos correspondants dans la banlieue en ont rencontré quelques-uns. Écoutons-les. Ce marché Zinc qui a été érigé bien avant sa naissance, bien avant ma naissance. Des gens qui ont signé OSA pour pouvoir bâtir un patrimoine. Aujourd'hui, se lever un jour pour dire que ces cantines ne les appartiennent plus. De l'autre côté, qu'il va ériger un marché moyennant une revente de ces cantines à 5 millions de francs, même si on est propriétaire de cette cantine. Ça, c'est de l'injustice. Il faut passer par le ministère de l'économie et des finances, le ministère des collectivités locales. Tout ça, Gara ne l'a pas fait. Il n'en a même pas discuté en conseil. Il paye le taxe. Je peux citer des vieux que je connais ici depuis longtemps. S'il y a un projet pour le marché Zinc, il n'a qu'à appeler les délégués de marché Zinc, discuter avec eux, discuter du marché Zinc, discuter avec le conseil municipal, mais prendre des décisions toujours unilatérales, soit disant qu'il est le plus intelligent ou autre. Non, non, il y aura un comité qui sera mis sur pied pour suivre l'évolution de ces déclarations. Et ce comité se chargera d'avertir qui de droit, en premier lieu, le président de la République. C'est la fin d'un long suspense à la présidence du regroupement des chauffeurs de Saint-Louis. Depuis les élections en 2015 remportées par Birane Seck, la justice avait suspendu l'installation du nouveau président suite au recours du président sortant. Eh bien, le camp de Vieux Mbodj, justement, du nom du président sortant, vient d'être débouté par la cour d'appel. Mais ses partisans ne comptent pas lâcher prise. En attendant, Birane Seck, le président, lui, tente d'être installé le plus rapidement possible. Je vous propose de suivre la réaction des deux partis, Birane Seck et Vieux Mbodj. Ils sont tous les deux au micro d'Ousseynou Diop et Habib Saïka. Les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal ont tiré le bilan de la campagne de tomates industrielles de la dernière saison. Un bilan qui est loin des objectifs visés au début. Sur un objectif de près de 80 000 tonnes, les producteurs n'ont récolté que 28 583. Et tout ça, ça a impacté sur une campagne qui devait tourner aux environs de 80 000 tonnes pour finalement tomber à 28 000 tonnes. Avec ces résultats, la filière tomate est confrontée à plusieurs problèmes. Les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal vivent des moments très difficiles. La mauvaise production est surtout due à plusieurs difficultés qui ont plombé la campagne de tomates industrielles, notamment la cherté des factures d'électricité. Pour dire vrai, c'est les producteurs qui devaient payer les factures d'électricité au niveau de la Sénélec, ce qui n'a pas été fait. Ce qui fait qu'on a eu à perdre 5 stations de pompage au niveau du Podor et 2 stations de pompage dans le Dagana. L'autre problème rencontré par les paysans de la vallée est le non-respect du calendrier cultural. Et vous savez que la tomate, si vous respectez pas le calendrier cultural, il est difficile quand même que vous puissiez atteindre les objectifs que vous avez fixés. Avec l'autosuffisance en riz programmée en 2017, beaucoup craignent que les objectifs du gouvernement aient participé au mauvais bilan de la campagne de tomates industrielles. Des rumeurs que le représentant du ministre a balayées d'un revers de la main. Donc c'est tout à fait le contraire. Le riz encourage effectivement la production de la tomate. Maintenant, le seul problème qu'on peut noter à ce niveau-là, c'est la compétition sur les parcelles. Le bilan de la campagne de tomates industrielles n'a pas répondu aux attentes des producteurs. 1200 hectares de terre n'ont pas été cultivés. À cela s'ajoutent les nombreuses difficultés qui plombent la filière. Et vous avez sans doute dû rectifier par vous-même. Ce n'était pas l'élément sur les élections à la présidence des chauffeurs de Saint-Louis, du regroupement des chauffeurs de Saint-Louis, mais plutôt l'élément sur le bilan de la campagne de tomates industrielles de la saison écoulée. Sur un objectif de 78 000 tonnes, les producteurs n'ont récolté que 28 000 tonnes et plusieurs problèmes seraient à la genèse de ces problèmes de campagne justement. Les acteurs de la filière tomate de la vallée du fleuve Sénégal que vous venez de voir sur ces images était donc à Ndiaye, dans la région de Saint-Louis, pour diagnostiquer ces difficultés, mais surtout y apporter des correctifs.
De Saint-Louis, nous mettons cap sur Bignona. Las d'attendre la réaction des autorités, les populations, pioches et pelles en main, ont elles-mêmes décidé de colmater la route de Kalounaï. Et pour cause, cette route est d'une importance capitale. Elle était depuis très longtemps dans un état défectueux. Elle reste toutefois, ces populations attentives à une aide qui pourrait définitivement régler le problème. Boubacar Diassi. La route des Kalounaï, une route très boueuse et chaoteuse. Cette route traverse une quinzaine de villages dont les populations vivent un calvaire. Elles estiment qu'elles n'en peuvent plus. Cette route traverse les communes de Wong, de Koubalan et de Niamon. Vous savez bien qu'on est en période hivernale et quand c'est l'hivernage, il y a assez d'eau en Casamance, il y a trop de flaques d'eau et ça empêche les véhicules de rouler et de bien rouler. Vous avez vu l'état de cette route, elle est difficile à emprunter. Le président Macky Sall a pourtant promis de construire cette route. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, avait annoncé avec vraiment beaucoup d'intérêt le démarrage imminent de la réalisation de la boucle des Kalounaï. Et je pense que le président, vous le savez, tient toujours ses promesses. Mais on peut peut-être noter des retards qui sont certainement liés à des questions de procédure ou à des questions de circonstances, je ne saurais le dire. Ne pouvant attendre davantage, ces populations sortent pour la faire elles-mêmes. Elles estiment que cette route est d'une importance capitale. Si cette route est bien faite, c'est dire que c'est l'économie de Kalounaï qui va être boostée véritablement, donc pour renforcer l'avoir des populations. Plusieurs centaines de personnes sont ainsi sorties pour rappeler à leur manière sa promesse au président Macky Sall. Parlons culture à présent. Le premier festival de Nguidilogne Vision se prépare activement. L'événement est prévu les 23, 24 et 25 décembre prochains dans la commune de Nguidilogne. Les organisateurs ont besoin de 34 millions pour réussir ce pari osé. L'ethnie sérère est l'invité d'honneur de la première édition de ce festival et les membres de l'association pour le développement du village ont fait face à la presse ce mercredi. Un compte rendu signé Chartidiane John. L'association pour le développement du village de Nguidilogne a pied d'œuvre pour le festival de la localité. Pour réussir le pari, ADVN table sur un budget prévisionnel de plus de 30 millions. Le montant total, c'est un budget de 34 385 000. Maintenant, ADVN, toutes les sections de ADVN prennent en charge 7 160 000. Les 25 225 000, c'est à rechercher au niveau des partenaires. Maintenant, pour le moment, jusqu'à présent, on fonctionne avec les participations de l'ADVN. Mais on est en négociation avec certains sponsors et certains partenaires. Mais c'est des négociations qui n'ont pas encore abouti. Pour cette première édition, le cousinage à plaisanterie sera au menu durant ces 72 heures. La Fédération des associations sérères et le village Nouloumadji, les invités d'honneur. Il y a aussi des relations qui existent entre Nguidilogne et les Sérères. Et c'est aussi du fait que l'invité d'honneur, c'est monsieur le Premier ministre qui est Sérère. Bon, le ministre de la Culture aussi, c'est le président de l'association Defling. Donc pour organiser tout ça, on s'est entendu d'inviter pour cette première édition l'ethnie sérère, la République, qui est de Nguidilogne et de Nouloumadji. Puisque c'est le point principal, on a pensé à eux. Et Nguidilogne et Nouloumadji ont mené aussi beaucoup de relations culturelles. Les 23, 24 et 25 décembre prochains, la commune de Nguidilogne sera le point de convergence de toutes les sections de l'ADVN, du Sénégal et de la diaspora. Je vous l'annonçais en titre avec le buzz qu'a suscité la vidéo montrant un agent de police en flagrant délit de corruption. Légitime de se poser cette question. Quelle utilisation les populations font-elles généralement avec leur smartphone? Alors, des recherches rétorquent la plupart, des SMS pour certains. Toutefois, toutes les personnes interrogées par nos reporters déplorent le procédé qui consiste à régler des comptes via les réseaux sociaux ou encore les technologies de l'information. C'est le cas du blogueur Basile qui s'emploie à la sensibilisation pour justement éviter ces dérapages. Maïmouna Ndiaye. Émettre et recevoir des appels, envoyer des messages et des textes,
le smartphone, un outil de travail pour le journaliste Awadabo. J'utilise ça pour faire mes recherches, aussi pour me connecter sur les réseaux sociaux et aussi pour consulter des mails et éventuellement lire des œuvres, faire des recherches, de regarder des vidéos, être au courant de l'actualité, tout ce qui se passe en temps réel avec les applications d'information. Une avancée technologique qui mène parfois à des dérives. Le téléphone t'appartient, certes, mais il y a le droit d'image qui est là. Tu ne peux pas prendre la personne comme ça et pouvoir balancer ça comme tu veux. Donc ça ne se fait pas. On voit des gens qui filment des gens pour leurs propres intérêts alors qu'il y a des conséquences après. Donc la personne a certes fait des corruptions, a été corrompue, mais la loi sénégalaise, elle est très claire. Quand le corrupteur ainsi que la personne qui a fait l'objet, les deux doivent être entendus et suivis. Téléchargement sur téléchargement, beaucoup d'opportunités qui s'offrent à l'utilisateur. Seulement, il faut maîtriser les paramètres. Il ne faut pas aussi télécharger des choses qu'on n'utilise pas. Parce qu'au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle maintenant des traçages. Dans chaque téléphone portable, on a la possibilité de mettre une technologie pour suivre la personne. Récemment, j'ai vu une histoire où, entre femme et mariée et son époux, où on a la possibilité de télécharger une application qui te dit tout ce que la femme est en train de faire sur le téléphone pendant toute la journée. Et uniquement à partir de l'espionnage, à partir de son bureau, on sait ce qui se passe. Donc il y a problème dans ça. Il faut savoir quel téléphone utiliser, il faut connaître quel genre de téléphone utiliser pour pouvoir être en sécurité. Au-delà de la recherche et de la communication, le téléphone intelligent peut aider à dénoncer des faits de société suivant certaines règles, même si beaucoup de personnes l'ignorent. L'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne, elle se dirige vers une labellisation. Le processus consiste à distinguer la bonne graine de l'ivraie. Ces professionnels veulent ainsi mettre de côté les gens qui cherchent à nuire. Une concertation nationale est d'ailleurs prévue au mois d'août prochain. Écoutons à ce propos les explications d'Ibrahim Ali Safai, président de Appel. Il est interrogé par Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. La labellisation va concerner le contenu, parce que ce qu'on veut, c'est un contenu de qualité et un contenu irréprochable pour une presse en ligne vraiment saine et professionnelle. Également, pour le cahier de charge, ça permettra de ne pas circonscrire, mais de réglementer la création de sites d'information. Nous avons une volonté ferme de réguler et de mettre de l'ordre. Maintenant, le reste, c'est à l'État du Sénégal. Si l'État n'y met pas du sien, on n'arrivera pas au résultat escompté. Ça, c'est clair déjà. Et maintenant, pour que l'État y mette du sien également, il faut que ce que nous faisons soit intégré dans le code. Une fois n'est pas coutume dans cette page des sports, nous parlerons du cheval, signature d'un protocole d'accord de partenariat dans le domaine du cheval entre le ministère de l'élevage et la SOREC, Société royale d'encouragement du cheval du Maroc. C'était ce matin, l'association des propriétaires de chevaux en a profité pour réclamer les 2% de bénéfices que génère la LONASE pour booster les courses hippiques. Cher Tidiane Diao, Youssou Baro pour le compte rendu. L'expertise marocaine en matière de sport équestre n'est plus à démontrer et le Sénégal espère en bénéficier à travers ce protocole d'accord qui a été signé entre les deux nations. Ce projet de protocole de partenariat a pour objet d'établir un partenariat dans le domaine du cheval. Le Maroc a une riche expérience et a pu développer, à la suite de l'élaboration d'une stratégie nationale, son élevage équin. Nous sommes là pour défendre la place du cheval dans le développement du pays. L'expérience du Maroc a fait en sorte à ce que le cheval maintenant est un vecteur de développement du pays en offrant des emplois directs et indirects et aussi en ayant un impact sur l'économie du pays. L'association des propriétaires de chevaux salue ce partenariat mais réclame plus. Le pari mutuel urbain a été enfanté par la filière équine. C'est nous qui, dans les années 84 jusqu'en 87, avons fait toutes les démarches nécessaires, mais c'était à une condition, qu'une partie de cette somme soit rétrocédée à la filière équine.
parce que nous avions fait les frais de la politique d'ajustement structurel de l'époque. Avec cet accord de partenariat, le Sénégal espère booster la filière équine qui occupe une place importante dans la société. Et puis ce week-end, amateurs de sport, vous aurez droit à un week-end très chargé avec un programme très chargé entre la lutte et le sport, entre la lutte et le foot plutôt. L'embarras du choix sera là. Finale Coupe du Sénégal pour parler justement de foot. Niary Tally Casa Sport, ce sera ce samedi. L'engouement a fini de gagner le fief de Niary Tally à 3 jours de l'événement. Banderole, population drapée à l'effigie du club. Tout montre que le quartier prépare la finale et les supporters de NGB ne se font aucun doute sur leur capacité à remplir le stade Léopold Sédar Senghor. Reportage Chersadi Boudjara, Khady Atala, Younous Diatta. Niary Tally vit à l'heure de la finale de la Coupe du Sénégal. C'est déjà l'effervescence à quelques jours de la rencontre. Tout le quartier est paré aux couleurs de NGB. Les maillots sont pris d'assaut par les supporters. Vous le voyez, hein? Ça va dans tous les sens. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs. Un peu partout où vous passez, les gens sont, voilà, sont dans leur élément. Et parce que tout simplement, nous vivons dans un quartier de football. Et il y a l'effervescence au niveau des jeunes, des filles, des femmes, etc. Il y a tout le monde qui s'active pour une belle finale. Ainsi, les supporters de NGB, pas du tout effrayés par la capacité du stade Léopold Sédar Senghor. Ils annoncent une grande mobilisation le jour J. Nous comptons mobiliser déjà 100 cars, 150 cars déjà ici à Niary Tally. Et ce sera gratuit pour tous ceux qui iront au stade. Une manière de vous dire qu'on est en train même de réfléchir sur ce nombre. Parce qu'il y a d'aucuns qui disent que les 150 ne suffiront pas. Il nous faut 250 cars peut-être pour aller au stade. Parce que là, les deux communes que vous voyez, mine de rien, c'est des communes où tu peux compter plus de 200 000 habitants et qui aiment le foot. Pape Moussa Mbeng promet également une ambiance des grands jours de son club. Vous savez, Niary Tally, nous aussi, on nous connaît avec le groupe Sixiko Band de Niary Tally. Parce que depuis déjà 1987, on a commencé à faire de l'animation. Et cette fois-ci, comme je vous l'ai si bien dit, ce n'est pas pour rien que je suis là. Les anciens comme les jeunes, tous ensemble, nous allons essayer de les défier. Et le jour J, vous allez voir autre chose au stade. Parce que nous allons quand même chanter, danser au rythme du Kalema et gagner ce match-là. À Niary Tally, l'engouement pour la finale de ce samedi, pas prêt de s'estomper. Surtout qu'un single dédié à l'équipe tourne en boucle sur les platines de la boutique du club. Et pour terminer en beauté, la lutte jour J-2 pour Siteu Sathiès. Ce combat entre deux jeunes espoirs de l'arène suscite beaucoup de passion. Chez certains observateurs de la lutte, les deux lutteurs partent à chance égale. La patience pourrait être donc l'une des clés de ce duel. Chartidiane Diaw. Un duel de jeunes loups aux dents longues, l'affiche Siteu Sathiès, un combat loin d'être joué d'avance. Je ne partage pas cet avis, comme quoi Sathiès est supérieur à Siteu. Non. Ceux qui le disent n'ont pas peut-être observé l'évolution de Siteu, qui depuis 3-4 ans est sur une bonne pente, enchaîne des victoires, même si c'est des victoires souvent accompagnées de bruit ou de litiges, il gagne quand même. Et il a pris beaucoup de volume, ce qui veut dire qu'il est devenu beaucoup plus puissant, bien entraîné, mentalement très fort. C'est vrai, maintenant, il a en face un lutteur qui a fini de démontrer toutes ses qualités. Sathiès est un excellent lutteur, à l'image de son grand frère. Dès qu'il enchaîne une prise, il ne s'arrête que quand la victoire. Siteu Sathiès, deux lutteurs aux caractéristiques différentes qui doivent éviter la précipitation s'ils veulent sortir vainqueurs de ce combat. C'est deux styles différents, mais un lutteur doit toujours miser sur ses points forts. Sathiès est un lutteur qui a l'habitude d'attaquer fort. Siteu, lui, a souvent l'habitude d'attendre, d'observer ce que propose son adversaire. De leur affrontement jaillira certainement la clé du combat. L'application, le respect des consignes et la tranquillité d'esprit. C'est lui qui sera plus posé pour sortir le vainqueur de ce combat. Le jour de vérité prévu ce samedi 30 juillet, l'occasion pour le vainqueur de franchir une étape dans l'arène.
À bon entendeur, salut, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue comme d'habitude sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, j'ai le plaisir de retrouver Bouba. Bonsoir Bouba. Bonsoir Sarah. Un week-end qui sera très sport, hein, n'est-ce pas? Oui, très chargé pour le grand bonheur des amateurs. Entre le foot et la lutte. Mais mesdames, messieurs, dans un instant, l'invité du 20h sur la télévision Futur Média, on parlera d'éducation.